Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que le musulman, il est plus à droite? Est-ce qu'il est plus à gauche? Est-ce qu'il est plus tendance Rassemblement national? Est-ce que vous saviez que 8% des électeurs du Rassemblement national sont des musulmans? Incroyable, non? Donc une question se pose. Quel parti représente plus les valeurs du musulman? Est-ce qu'elles sont plus à gauche? Elles sont plus à droite? Elles sont plus au Rassemblement national? Est-ce que le musulman, il doit prendre en considération l'aspect économique, l'aspect social, l'aspect politique, l'aspect familial? On nous dit d'aller voter, mais en réalité, on ne lit même pas le programme de chaque parti. Une question maintenant qui peut se poser, existe-t-il vraiment un vote confessionnel? Est-ce que l'on peut faire un lien entre une appartenance religieuse et une couleur politique? C'est ce que semblent montrer, wallahu alam, les dernières élections présidentielles. Par exemple, en 2012 et en 2017, les catholiques ont penché à droite et les musulmans ont penché à gauche. Est-ce que c'est une constante ou pas? Pourquoi certains partis politiques séduisent certaines confessions et pas d'autres? Donc, qu'est-ce que nous comprenons? Il existe un lien entre la sociologie du vote et de la sociologie des religions. On va faire un petit peu d'histoire. Les catholiques étaient, lors de la Révolution française, très attachés à la monarchie. Ce qui explique aujourd'hui leur tendance, entre guillemets, au vote conservateur. Du côté des musulmans, ce lien est beaucoup plus récent. Il remonte à quand? À la fin du XXe siècle, l'époque où les enfants d'immigrés du Maghreb ont commencé à renouer avec l'islam. Pourquoi, à votre avis? Tout simplement pour répondre aux discriminations dont ils faisaient l'objet. Et c'était une réaction psychosociologique tout à fait normale. Ces jeunes immigrés, on les a discriminés parce que c'était dû à leurs origines. Alors, vous me renvoyez à mes origines? Eh bien, je vais les assumer, mes origines, jusqu'au bout. Et pour combler, quelque part, ce complexe d'infériorité, ils vont rechercher une certaine isa, ces enfants d'immigrés. Et ils vont la trouver finalement où? Dans leur dîne, et non pas dans le nationalisme. Et c'est à ce moment-là que les fils d'immigrés, première, deuxième génération, se sont, entre guillemets, islamisés. Ces fameux mouvements 80, 90, 2000. Contrairement à leurs parents qui, eux, affirment avoir très peu d'islamité lorsqu'ils arrivent. Et on a même entendu de la bouche de certains papas qui disent que moi, au pays, je ne priais pas. J'ai commencé à prier lorsque je suis arrivé en France. Certaines mamans, tu dis, moi, au pays, je ne portais pas le hijab. C'est qu'en arrivant en France, après quelques années, que j'ai commencé à mettre le hijab. Donc, ce n'est pas une réalité absolue, mais on a entendu de certains parents. Même certains enfants avaient du mal à s'islamiser, entre guillemets, parce que leurs parents étaient une barrière pour eux. Très bien, donc on a vu les musulmans, on a vu les catholiques, les juifs, les protestants. Vous savez qu'eux, à l'époque, ils votaient à gauche. Mais maintenant, ils ont carrément changé. Ils votent beaucoup plus à droite. Et il a été mentionné qu'aujourd'hui, les juifs français craignent davantage la France insoumise que le Rassemblement national, malgré le passé négationniste du RN, lorsque Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen disait que c'était seulement un détail de l'histoire. Même à ce qui paraît, des soldats franco-israéliens, eux, craignent cela. Parce que la nouvelle stratégie mélenchoniste suite aux attaques du Hamas et au bombardement de Gaza a accentué cette tendance. Elle obtient la présidence, nous finirons l'application de ce programme. La même chose pour la kippa. Pour la kippa aussi. Pas du tout, parce que non. Marine Le Pen avait dit les deux. Oui, mais c'est voilà, alors qu'avant, ils n'en avaient pas besoin. Et vous avez même aujourd'hui des pays musulmans, Allah Mousta'an, qui préfèrent que la France soit dirigée par le Front National pour des intérêts, par exemple, de reconnaissance de territoire. Donc, qu'est-ce que nous comprenons à travers cela, Allah Ibarak Fikoum? On comprend à travers cette explication que la France, qui est un pays laïque, qui sépare toujours l'Église de l'État, la religion est l'un des principaux, entre guillemets, facteurs explicatifs du vote. Et qu'en réalité, tout être humain, il a une empreinte dont il ne peut pas se détacher. Ce sacré, cette croyance, que tu sois athée, musulman, chrétien, juif, ça a un impact sur ton vote. Et surtout cette année, regardez 2024 avec ce qui s'est passé. Ce conflit où tout le monde a sorti ce qu'il y avait dans son cœur. D'où l'importance que les musulmans soient coordonnés pour donner la force aux partis représentatifs de leur intérêt. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de comprendre le comportement, on va dire, électoral de nos concitoyens, de manière générale, et plus précisément du musulman. Car la plupart d'entre nous, on vote par raisonnement d'association. C'est-à-dire, ils combattent le racisme, je vote pour eux. Ils défendent la Palestine, je vote pour eux. Même si ce parti peut combattre tes valeurs et tes principes, par défaut, entre guillemets, c'est ce qu'on nous a toujours dit, ce qu'on entend, le musulman a des valeurs pro-conservatrices. Donc il serait plus à droite ou même au RN. Mais théoriquement,
Mais on le voit ces dernières années que ces valeurs conservatrices, elles n'existent pratiquement plus dans les partis politiques. Regardez juste l'article de Mediapart, lorsqu'il nous dit, concernant le Rassemblement national, il y a beaucoup plus de candidats qui sont homosexuels. Et aussi, dans le système économique, le musulman, est-ce qu'il serait plus à droite qu'à gauche, par exemple? Dans les valeurs familiales, il serait peut-être plus à droite qu'à gauche. Mais le problème aujourd'hui, c'est que même ceux qui se prétendent conservateurs à droite, ils ont plus des lois qui sont contre les musulmans, au lieu de les aider. Prenons un exemple aussi. Le port de la abaya, qui avait fait un débat cette rentrée. Si la droite, elle était amenée, par exemple, à mettre en avant le féminisme, d'accord? Ce serait quel type de féminisme, à votre avis? C'est ce qu'on a pu voir. C'est un féminisme qui va s'en prendre aux libertés religieuses des musulmans, faqat, seulement. Alors que si la gauche, elle met en avant un féminisme, il ne sera pas particulièrement contre les musulmans, car leur féminisme à eux, il est universel, entre guillemets, humaniste, et il n'est pas anti-religieux. Donc, la gauche a des valeurs non islamiques, mais quelque part, elle ne prive pas notre liberté. Vous voyez, il faut faire cette nuance-là. Mais de notre côté, la gauche, elle va mettre en avant des valeurs universelles, selon elle, sa vision, entre guillemets, humaniste, mais qui pourrait ébranler la foi du musulman. Et c'est ce système-là qu'on voit aujourd'hui dans le système anglo-saxon, où on a des musulmans qui vivent pleinement leur foi, leur religion de façon apparente, mais au fond, à l'intérieur, ils ont des problèmes de aqida. Un autre problème, c'est que la plupart des musulmans aujourd'hui, ils font partie de quelle classe? Soit la classe moyenne, soit la classe populaire. Donc, le discours, vous savez, on augmente le SMIC, on améliore l'accès à la santé, on augmente le pouvoir d'achat politique, le pouvoir d'achat, la politique étrangère positive, le combat contre la décolonisation, le cessez-le-feu en Palestine, la reconnaissance de l'État palestinien et tout cela. Tout ce discours, il est attirant. Mais très bien, est-ce qu'il est judicieux que le musulman, par exemple, reste dans cette optique-là, reste par exemple dans le salariat? Ou est-ce que le musulman il devrait plutôt devenir entrepreneur? Donc vous voyez, dans ce cas-là, le musulman entrepreneur, est-ce qu'il devrait voter à droite par rapport à ses intérêts mondains, ou est-ce qu'il doit voter à gauche pour préserver ses libertés religieuses? Ces 20 dernières années, on a pu remarquer que énormément de musulmans sont mis dans l'entrepreneuriat, énormément de boîtes, dirigées par des musulmans. Et ça, on l'a ressenti, vous l'avez pu le voir, ces 10, 15, 20 dernières années, à travers les dons qui sont à destination des mosquées, des associations humanitaires, machallah, qu'Allah les récompense. Mais leurs dons, quelque part, ils ne peuvent pas être orientés vers des structures qui vont défendre les musulmans. Je vous donne juste un exemple. Si on lance une cagnotte pour une mosquée, pour un puits, la cagnotte, elle explose. Mais si on lance une cagnotte dans le but d'améliorer la da'wah, dans le but de défendre les musulmans, on voit que le niveau de conscience, il est tellement bas qu'on n'arrive pas à prioriser nos dons. Alors que dans les autres communautés, les dons du Tsahal, eux, ils sont totalement défiscalisés. Vous voyez? Donc on est dans cette géométrie variable encore. Pourquoi? Parce que nous sommes les responsables. Et lui-même, tu vois, le musulman, tellement il est affaibli, il aura du mal à mettre ses intérêts en danger pour la communauté musulmane. Vous voyez? Parce qu'après, il sera menacé avec des contrôles fiscaux et ainsi de suite. Donc c'est triste, mais c'est une réalité. Il n'y a pas réellement de sacrifice pour nos valeurs, contrairement aux autres lobbies, eux, qui peuvent affirmer la défense de leur idéologie publiquement sans être en danger. Aussi, un autre problème auquel on doit faire face, c'est qu'aujourd'hui, les musulmans ont très peu de visibilité dans la scène médiatique. On a remarqué que la scène médiatique, c'était quelque chose qui allait changer la vision et la compréhension des gens. Car dans les mainstreams, la plupart du temps, ils sont dirigés par des personnes qui sont contre nos valeurs. Donc c'est difficile de se faire inviter dans un plateau dans lequel on va se faire respecter. Parfait. Alors que ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que les musulmans, ils n'ont pas leur propre lobby, ils n'ont pas leurs propres moyens, ils n'ont pas leur propre organisation, ils n'ont pas leurs propres médias. Donc pour conclure cette vidéo, le musulman, il est quoi en réalité? Il n'est ni socialiste, ni communiste, ni capitaliste. Il est indépendant de tous ces mouvements. Car n'oublie pas que notre religion, elle est venue abroger toutes les religions. Que dire de ces nouveaux courants dans lesquels nous vivons? Mais le fait qu'aujourd'hui le musulman, le fait qu'il vote pour tel ou tel parti, cela n'applique pas une adhésion, d'accord, ou une alliance à ce parti-là. C'est comme on a dit, le moindre mal, c'est il y a une maslaha. Et vous savez, toute cette politique, tous ces partis-là, qu'est-ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala? Min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a, kullu hizbin bima ladayhim farihun. Ceux qui ont transformé leur religion en secte, en différents groupes. Chacune, elle est satisfaite de la voie qu'elle a adoptée. Et chacun de ces groupes, de ces sectes, elle est persuadée de détenir
de détenir la vérité. Alors que nous savons, la vérité, elle est dans le Coran et dans le suivi de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et que si on est amené à se retrouver dans ces situations-là, il y a une question de moindre mal, le fait de multiplier les masalih, le fait de réduire les préjudices, les mafasid, et qu'aujourd'hui, on doit prendre un constat en considération, c'est que la situation du musulman aujourd'hui, il se retrouve dans une posture discriminée, dans une posture marginalisée, parfois il est même infantilisé, vous voyez, on l'utilise que quand on a besoin de lui, et que c'est à lui de s'organiser, c'est à lui de tout simplement, on va dire, se renforcer, c'est à lui de mettre des stratégies en place pour que vraiment il soit respecté. وفقكم الله لما يحب ويرضى واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.